Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres développés dans ce journal. Le président de la République a reçu ce dimanche le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, Ammar Takjout. On l'écoutera dans ce journal. L'aéroport d'Alger s'engage à offrir un service toujours plus performant. De nouvelles mesures sont prises pour améliorer l'expérience des passagers. L'infrastructure s'apprête à accueillir le plus grand duty-free du Maghreb. Et l'Algérie de nouveau dans le collimateur du discours haineux de l'extrême droite française, un dossier remis sur la table par Marine Le Pen qui en fait une opportunité pour poser les bases de son agenda politique. La colère du peuple marocain exacerbée par la corruption galopante, les violations flagrantes des libertés et la politique du Merzenne marquée par la normalisation avec l'entité sioniste. Protéger les zones humides pour notre avenir commun, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée mondiale des zones humides. Une occasion pour valoriser ce patrimoine dans notre pays qui possède 50 zones humides classées Ramsar. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé aujourd'hui de mettre fin aux fonctions de l'Aziz Faïd, ministre des Finances, et de Fouad Hadji, ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie chargé de la production pharmaceutique, et a nommé Abdelkrim Bouzerd, ministre des Finances, et Wassim Kouidri, ministre de l'Industrie pharmaceutique. Nous en parlions à l'instant. D'abord, dans l'actualité, donc cette audience au siège de la présidence, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, Ammar Takjout, ainsi que la délégation qui l'accompagnait. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Oualem Boualem, et du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd. Écoutons à présent le secrétaire général de l'UGTA, Ammar Takjout. اللقاء اللي جرى مع رئيس الجمهورية اليوم كان يتمثل في Les discussions que nous avons eues avec le président de la République ont porté sur divers sujets importants concernant le monde du travail, l'organisation syndicale, le rôle du syndicat et des travailleurs dans la société et dans la promotion du dialogue social. La rencontre a également porté sur des questions sociales relatives notamment aux travailleurs activant au sein de la fonction publique, l'éducation également, la santé et les corps communs. Nous avons par ailleurs abordé des questions économiques, l'industrie, l'agriculture, le chômage, les problèmes vécus par les jeunes, l'allocation chômage aussi. Le président nous a réaffirmé que l'objectif de tous les mécanismes mis en place était la création de postes d'emploi au profit des jeunes et les encourager à créer leurs propres entreprises. De notre côté, nous avons exposé notre propre constat en toute franchise. Au fil de la discussion, nous avons confirmé que nous partagions avec le président de la République la même vision quant à la nécessité de renforcer le front interne pour la protection du pays, mais aussi la nécessité de faire profiter la jeunesse de notre expérience, de nous rapprocher des jeunes et leur offrir plus d'opportunités dans le monde du travail, mais aussi les encourager à participer à la vie politique et sociale. Il est de notre responsabilité de protéger notre pays et de participer activement à sa construction. هذه الأشياء هذه كله تكلمنا عنها واستخلصنا بأن بلادنا علينا أن نحميها احنا عليها احنا اللي نعاونوها احنا اللي نخدموها وحنا اللي نكونوا المخرج ان شاء الله للبلاد تاعنا. Et dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf, a pris attache aujourd'hui avec plusieurs de ses homologues des pays africains impliqués dans le conflit en République démocratique du Congo, ainsi que des pays engagés dans des efforts de médiation visant à assurer un règlement pacifique à ce conflit. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'exercice par l'Algérie de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle
Elle est également mue par le souci permanent de notre pays d'apporter activement sa contribution à tout effort visant à promouvoir la paix et la sécurité à travers le continent et à promouvoir les meilleures relations entre les pays africains. À ce titre, et lors des appels téléphoniques qu'il a eus respectivement avec ses homologues de la RDC et du Rwanda, Ahmed Attaf a échangé sur les voies et moyens susceptibles de mettre un terme à la dangereuse escalade du conflit prévalant à l'est de la RDC et d'ouvrir la voie à une relance effective du processus politique pour le règlement définitif de ce conflit. En outre, le ministre d'État a eu des entretiens téléphoniques avec ses homologues de l'Angola et du Kenya, auxquels il a notamment rendu un hommage appuyé pour l'engagement soutenu de leur pays dans le règlement de la crise en RDC à travers les processus de Luanda et de Nairobi. Ahmed Attaf a rassuré ses interlocuteurs du plein soutien de l'Algérie et de sa disposition à les accompagner dans la conduite de cette œuvre de paix et au profit de la République démocratique du Congo et de la région du Grand Lac dans son ensemble. Enfin, le ministre d'État s'est entretenu avec ses homologues de l'Afrique du Sud et de l'Ouganda, avec qui il s'est entendu sur la nécessité d'une mobilisation diplomatique accrue de toutes les forces vives du continent pour favoriser un climat d'apaisement et de sérénité propice aux efforts de médiation et de règlement de ce conflit. Initiative prise par la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement d'Afrique australe d'organiser très prochainement un sommet conjoint sur cette problématique a été accueillie très favorablement par Ahmed Attaf et par tous ses homologues africains comme une opportunité qu'il convient de saisir pour amorcer un retour au cessez-le-feu en RDC et promouvoir les conditions d'une paix durable dans la région. Dans le volet histoire, nous nous intéressons ce soir à une page des plus ignobles du colonialisme français. Nous partons en Guadeloupe, une des anciennes colonies françaises dont les habitants ont connu de près le racisme et la discrimination, notamment avec la traite des esclaves noirs. De nombreuses années plus tard, les stigmates sont encore là. Yamina Saïchi. L'île de Guadeloupe, joyau de la mer des Caraïbes, cache derrière sa nature tropicale une souffrance, un désespoir et des histoires sans fin d'exploitation, d'oppression et de violence envers ses habitants africains. La France coloniale a toujours tenté de les couper de leurs racines, voulant les destituer de leur identité culturelle. Quand on vient de l'Afrique, on est des esclaves de quelques années, mais finalement on ne connaît pas vraiment nos origines. C'est maintenant qu'on commence à parler des origines. Pendant des décennies, la France esclavagiste s'est acharnée à entasser des milliers d'Africains réduits en esclavage à bord de ses navires, les enchaînant avant de les vendre sur les marchés aux esclaves, de les échanger contre des marchandises ou de les envoyer travailler dans ses colonies, notamment dans les plantations de canne à sucre. Mais son arrogance coloniale et ses crimes racistes ne se sont pas arrêtés là. Elle a transformé l'île de Guadeloupe en un véritable théâtre de terreur, réprimant dans le sang toute révolte contre sa domination, comme en témoigne le massacre de mai 1967. La police a tiré sur la population à ce moment-là. Il y a eu massacre. J'ai entendu une première détonation. J'ai entendu une deuxième détonation. J'ai été bloqué net. On m'a tiré de dos, comme un lapin. Nous avons croisé un groupe de jeunes qui nous ont dit de faire attention parce que les gendarmes arrivaient. Comme quoi, il y a quelqu'un qui est mort par balle. Et tout de suite, on a fait évacuer l'entreprise. Au même moment, ça n'a pas duré 5 minutes, tout le monde était déjà parti. Le Memorial Act en Guadeloupe témoigne de l'horreur de l'esclavage français à travers des images, des documents et des témoignages exposant les pires et les plus ignobles méthodes de torture. La France coloniale a bâti son empire illusoire sur les corps de milliers d'asservis.
Et malgré toutes ces tentatives pour redorer son image entachée de sang, les vérités enfouies de son histoire coloniale refont sans cesse surface, la confrontant à son passé colonial hideux. Autre ancienne colonie française, la Côte d'Ivoire, un pays qui a connu lui aussi les affres du colonialisme, la discrimination, la répression, les massacres, mais aussi des tentatives d'effacer une culture et la substituer par une autre. Mais face à cette tragédie humaine, la résistance ivoirienne s'est organisée et la lutte a fini par payer. Amira Sefta. Défiant le cours de l'histoire, la France s'est acharnée à maintenir ses colonies sous son joug, sans comprendre que les peuples ne peuvent être asservis indéfiniment. Face à cette obstination, elle s'est heurtée à une résistance inébranlable. Les débats concernant la France. Tout débat sur la France et ses anciennes colonies en Afrique reste marqué par un passé empreint d'injustices multiples. L'emprise française ne s'est pas limitée à une domination militaire et économique. Elle s'est étendue à un projet méthodique visant à écraser l'identité ivoirienne et à en effacer les repères culturels. La France a ciblé l'individu ivoirien lui-même, cherchant à le dépouiller de toute appartenance nationale autonome pour en faire un simple prolongement de sa politique coloniale. Par l'éducation, l'administration et l'économie, elle a imposé une culture de dépendance reléguant les langues et traditions locales au profit de la culture française. Les programmes scolaires conçus par le colonisateur lui-même glorifiaient la colonisation. On nous plongeait dans un récit façonné par les colonisateurs, dictant notre perception de l'histoire à travers l'enseignement. À l'école, on avait instauré quelque chose. À l'école, tout a été mis en place pour nous contraindre à penser et parler en français. Si un camarade te surprenait en train de parler ta langue maternelle, il te dénonçait. Et pour vous humilier. Ainsi, la guerre menée par la France en Côte d'Ivoire n'a été qu'un épisode de plus dans l'histoire de la domination coloniale. Mais elle a aussi été la preuve éclatante de l'échec d'un projet impérialiste incapable de comprendre que la volonté des peuples est plus forte que toute occupation. Car aussi longue soit l'attente, la liberté reste le destin inévitable de toute nation qui lutte pour elle. Et aujourd'hui encore, l'extrême droite française continue dans sa lancée avec des déclarations inflammables qui font l'éloge du colonialisme. Un moyen pour l'extrémiste Marine Le Pen de faire renaître l'obsession nationale de son père et faire de l'Algérie une opportunité politique pour poser les bases de son agenda politique, nous dit Yamina Saïdji dans ce papier. Dans une récente interview, Marine Le Pen, qui selon certains analystes constitue un danger pour la France, continue de nager en eau trouble et multiplie les déclarations populistes en faisant de l'Algérie son principal fonds de commerce. Elle a affirmé que la colonisation française en Algérie avait été bénéfique en termes d'infrastructures et de développement économique en Algérie, un discours qui illustre parfaitement le déni persistant des cercles d'extrême droite. Cette rhétorique tente de masquer les massacres, l'exploitation et la répression brutale subies par les Algériens sous domination coloniale. À travers une vision idéalisée, ces milieux politiques cherchent à légitimer un passé éhonté, occultant ainsi les crimes coloniaux. Pourtant, l'histoire est claire, la colonisation fut un système d'oppression aux conséquences désastreuses pour les populations locales, un passé douloureux qui restera gravé dans la mémoire collective des Algériens. Quelques faits entretenus par l'extrême droite ne relèvent pas seulement d'une ignorance de l'histoire, mais d'une volonté assumée de réhabiliter un passé colonial marqué par l'injustice et la violence. En glorifiant cette période, ces discours cherchent à justifier une idéologie nationaliste au mépris des peuples qui ont subi ces souffrances. Autour chez nous, l'aéroport d'Alger s'engage à offrir à ses passagers un service toujours plus performant pour répondre aux attentes d'une clientèle en croissance. Pour ce faire, les infrastructures sont modernisées et de nouvelles mesures sont prises pour améliorer l'expérience des passagers sur place. Pour rappel, l'aéroport d'Alger s'apprête à accueillir le plus grand duty-free du Maghreb. C'est ce que nous dit Yasmine Moussaoudi dans ce papier. Point de passage stratégique et port d'entrée vers l'Afrique, l'aéroport international d'Alger, Houari Boumediene, a connu de nombreux changements. De nouvelles lignes ont été ouvertes et une multitude de nouveaux services sont désormais proposés au profit notamment des personnes à besoins spécifiques, mais également au profit des enfants. Avec l'aménagement d'espaces de détente et de loisirs, entre autres améliorations,
offrant ainsi un meilleur confort aux voyageurs. Il y a une différence notable. L'aéroport abrite de nombreux espaces mettant en valeur la culture et le patrimoine algérien. En plus, tout y est informatisé. Tout est parfait, le personnel est à l'écoute et prêt à aider les usagers. Il y a une grande différence par rapport aux années précédentes. La qualité des services s'est beaucoup améliorée. Le service de location de voitures facilite grandement le transport des voyageurs qui viennent en Algérie. C'est une très bonne chose. L'aéroport dispose également de bus vers Blida, Boumerdès et Tizi Ouzou, offrant une alternative moins coûteuse aux taxis dont les tarifs ne sont pas à la portée de tous. La mise en place de ces nouveaux services et bien d'autres en perspective s'inscrit dans une dynamique de modernisation en réponse directe aux enjeux de compétitivité dans le secteur aérien. L'aéroport d'Alger aspire à se démarquer en optimisant la qualité de ses performances avec l'intégration des technologies modernes et l'intelligence artificielle qui contribuent à atteindre cette ambition. On est en train d'installer les distributeurs automatiques un peu partout sur l'aérogare. Relancer un peu tous les magasins, on dirait une variété. Des petites boutiques de savon artisanal, les dates, les gâteaux. On a les espaces de jeux électroniques, un cinéma, où on a des les films d'Alger. Je parle de l'inspecteur Tahar, je parle de la bataille d'Alger. Durant cette année 2025, c'est introduire l'intelligence artificielle, L'ouverture d'un nouveau duty-free en mars prochain, annoncé comme le plus grand du Maghreb, est une autre étape importante à même de hisser l'aéroport international d'Alger au niveau des plus grandes infrastructures aéroportuaires internationales dans le monde. Et au sujet des voyageurs, il y a aussi cette information en rapport avec l'ouverture prochaine de bureaux de change des devises visant à faciliter l'accès des voyageurs algériens à la location touristique dans le cadre de leur déplacement à l'étranger. Une information annoncée par la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger relevant de la Banque d'Algérie. Ces bureaux seront situés dans les zones réservées de la salle d'embarquement du terminal ouest ainsi que dans la salle d'embarquement du terminal 1, hall 2, a fait savoir la même source. Et puis, dans l'actualité aussi, il y a cette information qui vient juste de nous parvenir dans un entretien accordé au quotidien français L'Opinion. Le président de la République a déclaré, je cite, « J'ai averti le président Marcan qu'il commettrait une grave erreur concernant la question du Sahara occidental et que l'Algérie sera prête à normaliser ses relations avec Israël le jour même où un État palestinien pleinement souverain sera établi. » Le président de la République a également déclaré « Je n'ai aucune intention de rester au pouvoir et je respecterai la constitution algérienne ». C'est un projet qui vient répondre à un véritable souci de sécurité hydrique, notamment dans les régions sud du pays. À Béchar, précisément, la station d'épuration des eaux usées sur place, mise en service récemment, est un projet attendu depuis plusieurs années déjà. Elle dispose d'une capacité de traitement de 55 000 mètres cubes jour et devrait permettre de traiter les eaux usées de plus de 380 000 habitants à l'horizon 2040. Sabrina Keshrout. Plus de 10 000 mètres cubes par jour. C'est la quantité d'eau épurée actuellement par la station de traitement des eaux usées de 5e génération de Béchar. Une véritable plus-value pour les habitants de la région et l'économie locale qui peut entrevoir un développement désormais moins limité par les pénuries d'eau. Une réussite 100% algérienne. La STEP de Béchar a une capacité de traitement de plus de 55 000 mètres cubes. Elle est dotée d'un système tertiaire qui permet l'obtention d'une eau de qualité. La station traite actuellement 10 500 mètres cubes par jour. Pour garantir justement la qualité des eaux produites et leur conformité aux normes requises, des échantillons sont prélevés pour être soumis aux analyses nécessaires au niveau des laboratoires de la station. La station est dotée de 2 laboratoires. L'un est dédié aux analyses physico-chimiques et le deuxième aux analyses bactériologiques. Des équipes de contrôle et de maintenance, composées d'ingénieurs et de techniciens, sont mobilisées 24 heures sur 24. Cette ressource humaine qualifiée s'assure que la station performe de manière optimale
et durable. Nous assurons le suivi de tous les appareils que nous avons ici, le tout en coordination avec le laboratoire afin d'adapter si besoin les paramètres des machines. En outre, nous travaillons avec le responsable de la maintenance afin de prévenir les éventuels problèmes qui pourraient survenir dans la station ou avec un équipement et apporter rapidement les solutions adéquates. On règle le problème. Le contrôle se fait avec des patrouilles présentes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous surveillons en particulier le niveau de lubrification des équipements qui doivent être régulièrement graissés. Cette infrastructure hydraulique, réalisée suivant les normes environnementales en vigueur, permettra de mettre un terme à la pollution du bassin de l'Oued Béchar ainsi que la protection de la nappe phréatique. Une fois traités, les eaux et les boues usées de la station sont utilisées pour irriguer les périmètres agricoles et alimenter les unités industrielles locales, de quoi donner un coup d'accélérateur au développement de la wilaya. Du nouveau, dans le domaine de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale a lancé ce dimanche une série de rencontres consacrées aux préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026 qui verra l'entrée en vigueur du nouveau volume horaire des cours des 3 cycles de l'enseignement. Organisées jusqu'au 17 février au siège de l'Office national des examens et concours ONEC, ces rencontres comprennent plusieurs ateliers regroupant des cadres de l'administration centrale et des chefs de service des directions de l'éducation à l'échelle nationale. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Sghir Saadawi, a indiqué avoir donné des instructions aux chefs de service pour réunir toutes les conditions à même de permettre aux employés du secteur de mener à bien leur mission concernant les dispositions relatives à l'allègement du volume horaire. Le ministre a expliqué que l'opération se fera de manière participative, précisant que le nouveau volume horaire devrait entrer en vigueur à la prochaine rentrée scolaire avec l'allègement du programme. Et lancement également ce dimanche de l'opération de paiement des frais du Hajj pour la saison 1446 de l'Hégire 2025, estimée à 840 000 dinars. L'opération se poursuit jusqu'au 28 février en cours. Une information annoncée par l'Office national du pèlerinage et de la Umrah qui a appelé les citoyens concernés et ont obtenu le certificat de succès pour l'accomplissement des rites du Hajj, le carnet de santé et le certificat de bonne santé à se présenter aux succursales de la Banque d'Algérie de leur wilaya pour s'acquitter des frais de pèlerinage. L'Office a fixé la période de paiement du 2 au 28 février, précisant que les pèlerins doivent être munis d'un passeport biométrique d'une validité d'au moins 6 mois à compter du 4 juin 2025, d'une attestation de succès délivrée par les services communaux pour cette saison et d'un certificat de bonne santé délivré par la commission médicale de Wilaya. Nous en parlions au titre, corruption galopante, violation flagrante des libertés, s'y ajoute une politique contestée marquée par la normalisation avec l'entité sioniste. Telle est la situation au Maroc, une conjoncture qui provoque la colère du peuple marocain, nous dit Yamina Saïdji. Lorsque la trahison est ancrée dans un régime soumis au sionisme et que l'oppression et l'humiliation façonnent un pouvoir corrompu ayant asservi son peuple pendant des décennies, les accords d'Abraham ne sont que le couronnement d'une politique merzenienne honnie par le peuple. Les actes honteux de normalisation avec l'entité sioniste se déroulent désormais au grand jour, sous les yeux du monde entier et avec la bénédiction du Merzen. Un régime qui s'est érigé en bourreau de son propre peuple, n'hésitant pas à démolir les maisons de citoyens et leurs terres pour les offrir aux sionistes comme cadeaux. Une commission d'expertise a été dépêchée. Elle est censée défendre nos droits. Mais en réalité, ils sont en train de nous chasser de nos maisons. Ils disent aux habitants de quitter leur domicile dans les 4 jours qui suivent, chose qui est parfaitement illégale. Nous sommes des réfugiés dans nos propres terres, nous sommes comme des SDF, nous n'avons nulle part où aller. Des familles entières se sont retrouvées à la rue sans aucune alternative ni ressources. Et ce n'est pas tout. Le Merzen est allé jusqu'à accorder la nationalité marocaine aux colons sionistes, leur ouvrant ainsi les portes de toutes les institutions du pays. Aujourd'hui, ils sont les maîtres des lieux, jouissant de tous les droits et d'un traitement privilégié au détriment du peuple marocain. Pendant ce temps-là, la machine de destruction tourne à plein régime, piétinant les droits des citoyens sous l'œil complice du régime qui offre des privilèges indus aux sionistes, tandis que les Marocains, eux, subissent la répression, l'expulsion, la faim et l'humiliation.
حقوقنا وصلنا حقوقنا عند واحد الجولاشيين فتتلقى يا زول تحية تسكن في واحد شاغل ياخذ الاستفادة هذا منكر راك ما تدين تدان وراك ما تدين تدان. Ainsi, le régime du Marsen, effacé devant les vues colonisatrices de l'entité sioniste, continue d'imposer sa domination sur un peuple réduit au silence, l'obligeant à accepter la normalisation et l'allégeance au sionisme. Sahara occidentale, la députée basque Amankay Villalba, empêchée récemment en compagnie d'une délégation officielle du Parlement de son pays par la police marocaine de se rendre au Sahara occidental occupé pour évaluer la situation des droits de l'homme dans ce territoire à décoloniser. La députée a fustigé cette expulsion musclée, je cite, par les agents du Marzen, réitérant sa ferme volonté à poursuivre son engagement et sa solidarité à l'égard du peuple sahraoui. Il faut savoir que depuis 2014, pas moins de 307 professionnels de l'information, juristes ou militants des droits de l'homme se sont vus refuser l'accès ou ont été expulsés par le Maroc du Sahara occidental occupé pour avoir voulu enquêter sur des violations du droit international humanitaire, relève un des comptes publiés conjointement par la Ligue pour la protection des prisonniers politiques sahraouis et l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique. Et toujours à l'étranger, violence en Palestine occupée. Des colons sionistes ont incendié une mosquée à Al-Malihat au nord-ouest d'Ariha, rapporte ce dimanche l'agence palestinienne de presse Wafa. Cette attaque intervient alors que la ville de Raza peine à panser ses blessures. Le chef du bureau des médias à Raza a fait savoir dans un point de presse que le génocide des forces d'occupation sionistes dans l'enclave a fait plus de 61 700 martyrs, dont plus de 47 000 ont été accueillis dans les hôpitaux, alors que plus de 14 000 autres sont restés sous les décombres, ajoutant que près de 18 000 enfants sont tombés en martyrs, en plus de la démolition de 450 000 unités résidentielles. Le porte-parole de la défense civile de Raza a pour sa part affirmé que les habitants de la bande vivaient dans une situation humanitaire tragique, en raison notamment du manque d'abri et de ressources. Par ailleurs, les autorités razaouis estiment que les dégâts directs causés à l'enclave palestinienne par la guerre génocidaire menée par les forces d'occupation sionistes ont atteint plus de 50 milliards de dollars. Nous en parlions en titre, protéger les zones humides pour notre avenir commun. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale des zones humides. Une occasion pour mettre l'accent sur la préservation de ces écosystèmes essentiels pour une planète durable. L'Algérie n'est pas en reste. Notre pays possède 50 zones humides classées Ramsar qui s'étendent sur plus de 12 millions d'hectares et qui renferment une biodiversité exceptionnelle. Yamina Saïdji, Yasmine Saoudi plutôt. En Algérie, les zones humides s'étendent sur plus de 12 millions d'hectares, du littoral aux régions sahariennes, en passant par les hauts plateaux. Lacs, marais ou encore oasis, ces écosystèmes abritent une biodiversité exceptionnelle et jouent un rôle clé dans la régulation de l'eau et du climat. Avec plus de 50 zones humides classées sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale, l'Algérie possède un patrimoine naturel remarquable. À l'extrême nord-est du pays, les zones humides d'Al-Qala accueillent chaque année des milliers d'oiseaux migrateurs, parmi lesquels les emblématiques flamants roses. Le site a été le premier à être reconnu site Ramsar en 1983. Plus au sud, dans les hauts plateaux, les vastes étendues salines constituent des réserves d'eau précieuses pour les écosystèmes arides. Mais ces espaces naturels sont aussi confrontés à des défis de taille. L'urbanisation, l'exploitation des ressources et les effets du changement climatique fragilisent ces milieux uniques. Face à ces menaces, des actions sont menées pour mieux protéger et restaurer ces sites. Programmes de suivi de la faune, reboisement, sensibilisation, les initiatives se multiplient pour assurer la préservation de ce patrimoine. Force est de constater que ces zones humides jouent un rôle essentiel dans l'équilibre naturel. Elles figurent parmi les écosystèmes les plus riches et les plus diversifiés de notre planète, abritant des réservoirs de biodiversité uniques. Leur préservation repose sur un suivi attentif et des mesures adaptées pour assurer la pérennité de ces écosystèmes face aux évolutions environnementales et humaines. Et avec ces zones humides absolument à préserver, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie avec prochain point sur de l'information en langue nationale à 20h. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Passez une excellente soirée sur notre chaîne. Au revoir.